Au sommaire, CPI, audience du 15 février 2016, intervention du professeur Bogasako Gervais et du professeur Jean-Charles Covy-Gomez. Crise en Occident, éclatement de la Yougoslavie et pour finir, manipulation médiatique. Commençons tout de suite avec la CPI, audience du 15 février 2016. Grosse surprise à la CPI. Bensouda et la CPI viennent encore d'être pris la main dans le sac. En effet, lors de l'interrogatoire du jour, Maître Oshi a pu, avec maestria, emmener le témoin à dévoiler la forfaiture de la procureure. Le dossier du témoin déposé à la cour comprenait des ordonnances qui dataient du jour des blessures par balle de cette dernière. Pourtant, lors du contre-interrogatoire, la blessée en question affirme que c'est plutôt 3 semaines plus tard qu'elle s'est rendue à l'hôpital pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la crise post-électorale. Tout ceci a jeté un grand froid dans la salle d'audience. D'autant plus que parmi les documents de preuve présentés par l'accusation, certains portaient la signature et le cachet du CHU de Trècheville, alors qu'il était censé provenir du CHU de Yopougon. Aussi, alors qu'on attendait que le contre-interrogatoire continue, afin de dévoiler toute cette forfaiture, le juge Cuno, pris de colère, arrête l'audience du jour et pire, il annonce l'interruption précipitée du procès qui devait pourtant se poursuivre jusqu'au mercredi 17 février 2016 pour la première partie. Autre coup dur pour la CPI, plusieurs témoins se sont encore désistés. 4 parmi ceux-ci ont déserté leur hôtel introuvable depuis quelques jours. Ainsi va le procès du président Laurent Gbagbo à la CPI avec son lot de rebondissements qui ne cesse d'humilier la CPI, de détruire son image. Parce que vous savez très bien qu'au moment des faits, il faut restituer les faits dans le contexte. Au moment où le président Laurent Gbagbo est capturé le 11 avril 2011, il était président de la République de Côte d'Ivoire, déclaré comme tel par les institutions de la République de Côte d'Ivoire, notamment le Conseil constitutionnel, à l'issue de l'élection, le second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. D'accord. Alors, oui, c'est historique. C'est historique pour la Cour pénale internationale, cette jeune juridiction, que le monde entier, notamment les militants des droits de l'homme, toutes les personnalités éprises de justice et de paix dans le monde, a appelé à voir le jour. Mais en même temps, la Cour pénale internationale est née un peu sur, j'allais dire, avec des manquements, avec des limites. Parce que les plus grandes nations de ce monde, certaines grandes puissances, ne l'ont pas reconnue, notamment les États-Unis, la Chine, etc. Et puis, il y a des faits graves. Dans le statut de Rome qui donne naissance à la Cour pénale internationale, on n'a pas réussi à détacher la CPI de l'ONU. Or, vous savez que les Nations Unies, c'est un instrument politique. C'est là où se retrouvent la plupart des chefs d'État. Par exemple, dans le statut de Rome, il y a une disposition selon laquelle le Conseil de sécurité peut demander à la CPI de poursuivre une personnalité ou alors d'interrompre des poursuites contre une personnalité. À partir de là, vous voyez déjà que la CPI ne jouit plus de toute son indépendance en tant que telle. Or, dans la crise ivoirienne, je sais que le professeur Gomez, que je salue au passage, qui est un ami, un brillant intellectuel que je salue, il va le dire. Vous savez très bien que dans la crise ivoirienne, l'ONU n'est pas exempte de reproches. Elle a une grande part de responsabilité. Et si l'ONU a des accointances avec la CPI, nous voilà partis pour un procès politique. Merci beaucoup, professeur et docteur Bogasako. Merci d'avoir ouvert ce débat. On va venir à vous, professeur Covy-Gomez. Alors, en nous mettant sous le prisme de l'histoire et de la géostratégie, quel est, à votre avis, et en cela on fait appel à votre analyse, dans ce procès, est-ce que vous avez le sentiment que le destin de 2 personnalités phares de la Côte d'Ivoire et certainement de l'Afrique se joue? Je pense qu'il faut d'abord déterminer la nature du procès. Allez-y. Ce n'est pas un procès contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est un procès contre la démocratie souverainiste en Afrique et en Côte d'Ivoire singulièrement. Je m'explique. Vous savez que dans le schéma des puissances occidentales qui ont lancé l'idée même d'une Cour pénale internationale, à savoir les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne,
il était prévu au départ que cette Cour sanctionnerait les dirigeants réfractaires au nouvel ordre que l'Occident voulait imposer à l'ensemble de l'humanité. Il ne vous aura pas échappé que ces mêmes puissances, en faisant ratifier le traité de Rome par les États africains, une majorité d'États, n'est-ce pas, se sont soustraites elles-mêmes des conséquences pénales et des poursuites, même des enquêtes diligentées. C'est ainsi que aucun ressortissant français, aucun ressortissant américain, aucun ressortissant de la Grande-Bretagne ne peut être poursuivi pour le simple motif que ces pays-là ne reconnaissent pas la compétence d'une cour qu'ils ont pourtant contribué à... Alors, quelle analyse peut-on faire en ce moment face à cela? Non, il n'y a pas d'analyse à faire. Il y a d'abord un constat à établir. Parce que la plupart des commentateurs oublient ce fait. Deuxièmement, ce qui s'est passé, ce que d'aucuns appellent la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, ce n'est pas autre chose que l'épilogue, ou si vous voulez le dénouement, d'un coup d'État permanent que la France a commencé à faire. On va en arriver. Non, c'est important, je vais juste finir sur ça. Oui. Un coup d'État permanent que la France a fomenté et que dès 2001, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, dès 2001 avec le coup d'État de la Mercedes noire, n'est-ce pas? Et puis, 2002, l'invasion du pays. Et puis, les différentes péripéties, les tentatives de déstabilisation multiples et les épisodes diplomatiques, à savoir Lomé, Accra 1, Accra 2, Accra 3, puis Pretoria, etc. Le but était de tendre un piège aux dirigeants ivoiriens et de les empêcher de mener un processus démocratique à partir du respect de la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc les principaux acteurs qui se sont invités, n'est-ce pas, sur la scène politique ivoirienne, n'est-ce pas, avaient un plan prémédité. C'est le cas de le dire. Gbagbo n'avait pas de plan, mais il y avait un plan prémédité pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et empêcher l'exercice de sa souveraineté. On vous a très bien compris. Et... Tout de suite, crise en Occident. Une nouvelle crise boursière puis économique est-elle en train de se préparer au niveau mondial? C'est ce que de plus en plus d'économistes prédisent. Depuis le début de l'année, l'indice des valeurs françaises CAC 40 a perdu près de 15%. Aux États-Unis aussi, les pertes sont astronomiques. Alors, crise ou pas crise, début de réponse. Cette crise-là, au moins, on nous l'aura annoncé. De plus en plus d'économistes réputés prédisent une nouvelle crise économique majeure, pire que celle de 2008. Est-ce pour se dédouaner, ou bien y a-t-il vraiment péril en la demeure? Voici quelques éléments qui vont vous permettre de juger par vous-même. Pour surmonter la crise de 2008, les pays industrialisés, États-Unis, Europe et Japon en tête, ont réagi en créant des milliers de milliards de dollars, d'euros et de yens. C'est ce que l'on appelle la planche à billets. Cet argent a été injecté dans l'économie mondiale pour la relancer, mais c'est essentiellement les spéculateurs qui en ont profité et se sont enrichis avec. Où est passé cet argent? Il est en grande partie stocké dans les actions, les obligations et l'immobilier. Pour les actions, les bourses mondiales viennent de perdre 15% de leur valeur depuis le début de l'année et certaines entreprises réputées, notamment technologiques, 30 voire 50% de leur valeur. Alors la prochaine victime de cette dépréciation des actifs, c'est l'immobilier. Une purge du marché et donc un effondrement des prix est inéluctable selon certains, tellement ce marché est déconnecté de la réalité, c'est-à-dire du pouvoir d'achat. Et c'est particulièrement vrai en France où l'immobilier est 3 fois plus cher qu'en Allemagne, par exemple. Autre indice d'une crise en préparation, figurez-vous que de plus en plus d'investisseurs achètent des obligations d'État, les emprunts qu'un pays émet sur les marchés internationaux, à taux négatifs. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement que certains investisseurs sont prêts à prêter 100 à un pays pour ne recevoir que 99,5 dans 3 ou 5 ans. Autrement dit, ils sont prêts à prêter de l'argent, quitte à en recevoir moins en remboursement et bien entendu sans percevoir d'intérêt entre-temps. Aujourd'hui, plus de 5500 milliards d'euros de dette publique, de dette d'État,
ont été empruntés à taux négatif sur la planète. Une aberration, sauf si l'on considère que ceux qui ont prêté craignent ou savent que cela va péter et ils pensent que les États seront les derniers à faire défaut sur leurs dettes. Si l'on ajoute à tout cela les problèmes non résolus concernant l'immigration et les migrants clandestins, les retraites, le chômage, les déficits de la sécurité sociale, le vieillissement de la population et la mondialisation, on comprend pourquoi il y a en effet de sérieuses raisons de s'inquiéter. Alors que faire? Eh bien, les spécialistes disent qu'il faut d'abord ouvrir les yeux. Certains demandent de vendre vite appartements ou maisons, sauf s'il s'agit d'une résidence principale ou celle de ses enfants. Et puis aussi, mettre l'argent à l'abri. Ce n'est pas un hasard si l'or ne cesse de grimper. Pendant que le CAC 40 chutait de 13% depuis le début de l'année, l'or, lui, grimpait de 12%. Rien que ce mardi et ce mercredi, l'or a gagné plus de 3%. Tout de suite, retour sur l'éclatement de la Yougoslavie. Le 26 novembre 2015, l'ancien agent de la CIA, Robert Booker Bauer, révélait publiquement des éléments choquants. La désintégration de la Yougoslavie de 1991 à 1999 suivait un plan perfide. Bauer aurait lui-même été chargé par la CIA de missions durant lesquelles il devait intentionnellement déstabiliser la situation politique de la Yougoslavie pour attiser l'hostilité envers les Serbes. Selon lui, non seulement des actions militaires ont été effectuées dans ce but, mais des organisations et des politiciens ont aussi été achetés avec beaucoup d'argent. Le tout a culminé lors du massacre de Srebrenica en juillet 1995. Celui-ci a été, selon lui, une mise en scène pour générer un motif d'agression contre les Serbes. Ce qui est resté inscrit dans les livres d'histoire comme un génocide serait du marketing politique. L'économie de la Serbie a été paralysée par les attaques aériennes et cela a permis aux puissances membres de l'OTAN de s'emparer de façon avantageuse d'entreprises affaiblies économiquement. Bauer donne deux raisons pour l'autonomie partielle du Kosovo: l'accès aux ressources naturelles et la création d'une base militaire stratégique importante de l'OTAN. Autrefois, on aurait appelé cela une occupation. Sachant tout cela, on peut se poser la question suivante. Dans quelle mesure d'autres foyers de crise n'auraient-ils pas été ou ne seraient-ils pas délibérément attisés de la même manière? Et pour finir, manipulation médiatique. Le dimanche 6 décembre ont eu lieu en France les élections régionales. À l'issue du premier tour de ce scrutin, le parti du Front National est arrivé en tête dans plusieurs régions. Cela a eu pour conséquence une mobilisation médiatique à l'encontre de ce parti, et ceci ressemblait plus à de l'acharnement qu'à une information objective. C'est ainsi que des slogans ont été répétés sans cesse. En voici quelques exemples. France Inter a parlé de la menace Front National, du parti raciste. Le Figaro et l'Humanité ont titré « Le choc ». La Croix a parlé d'un parti extrémiste et Le Monde a qualifié leur proposition de contraire aux valeurs républicaines. En fait, cela fait déjà plusieurs années que les médias utilisent des propos de manière répétée afin de dénigrer ce parti. De cette manière, une image se propage parmi la population qui l'accepte sans vérifier. Ce mécanisme ne serait-il pas également utilisé à l'encontre d'autres personnes ou groupes? Par exemple, lorsque les médias répètent régulièrement depuis des mois que Poutine et Assad seraient des méchants et Obama le gentil justicier, il est aussi clair que l'image d'un Kadhafi dictateur brutal est restée gravée dans la mémoire des gens. Or, il s'avère que si on étudie de plus près toutes ces informations, la réalité est tout autre. Vous trouverez plus d'informations sur ces sujets dans nos émissions dont les liens s'affichent à l'écran. Dès que des slogans sont propagés, il faut être vigilant et afin de se forger sa propre opinion, il est nécessaire d'entendre d'autres voix, car qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Au revoir. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.